Il est prof de physique ici à Maisonneuve. Donc, je présente mon collègue Marc Séguin. Merci beaucoup. OK, donc ça fonctionne. OK, parfait. Donc, comme Julie l'a expliqué tantôt, le programme enrichi, on allait légèrement condenser des fois la matière. Pourquoi pas, pour tester, voir si vous êtes capable d'assimiler la matière de manière condensée, faire l'histoire de tout l'univers en 20 minutes. C'est un test. De quoi on va parler, pensez-vous? L'histoire de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce chiffre-là. Quand on dit que l'univers a 13,8 milliards d'années, comment on sait ça? Julie, tantôt, disait c'est bien de savoir des choses, mais aussi c'est encore mieux de savoir comment on le sait. Dans le cas de l'âge de l'univers, on est chanceux. On est chanceux que la lumière ne se déplace pas instantanément. Il y a toujours un délai. Moi, en avant, je vous vois tel que vous étiez il y a peut-être 10 nanosecondes. En arrière, tel que vous étiez peut-être il y a 100 nanosecondes. Pour la salle, c'est vraiment pas important. Une nanoseconde, c'est un milliardième de seconde. Mais pour l'univers, ça devient important. La Lune, on la voit telle qu'elle était il y a 1 seconde. Le Soleil, tel qu'il était il y a 8 minutes. Mais quand on regarde de plus en plus loin dans l'espace, on voit dans le passé. Et on voit donc des endroits de l'univers de plus en plus jeunes, tels qu'ils étaient il y a longtemps. Et éventuellement, si on regarde dans n'importe quelle direction, on voit des galaxies de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, si on les voyait instantanément, elles seraient pareilles que la nôtre, mais elles étaient différentes dans le passé. Et quand on regarde de plus en plus loin, dans toutes les directions, on arrive à ce que j'appelle le mur de brume cosmologique. Dans n'importe quelle direction, on voit très très loin comme des nuages de gaz. Et ça a pris 13,8 milliards d'années à la lumière à nous parvenir. Donc, on les voit tels qu'ils étaient à cette époque-là. En ce moment, à cet endroit-là, il y a probablement des galaxies, il y a peut-être même des êtres vivants qui, quand ils regardent vers nous, ils nous voient en gaz, tel qu'on était il y a 13,8 milliards d'années. Alors, c'est comme ça qu'on a pu évaluer l'âge de l'univers, de manière assez précise. Donc, 13,8 milliards d'années, plus ou moins quelques millions d'années. C'est sûr que là, on parle, vous allez dire milliards d'années, millions d'années. C'est dur de se retrouver puis d'essayer de comprendre notre place puis notre taille par rapport à ça. Fait qu'on va faire une analogie. Imaginez que les 13,8 milliards d'années de l'histoire de l'univers, on compresse ça par un facteur 1 milliard. Donc, chaque milliard d'années, c'est 1 an. Donc, l'univers, en ce moment, a 13,8 ans. Il a commencé le Big Bang le 1er janvier de l'an 0. Puis, en ce moment, on est dans l'an 13. 0,8, ça correspond à peu près à mi-octobre. À quelques jours près, on pense connaître l'âge de l'univers à quelques jours près à cette échelle. Pour fixer les esprits, disons qu'on est le 19 octobre à midi en ce moment. Alors, pour vous donner une idée, vu qu'un an, c'est 1 milliard d'années, un jour correspond à 3 millions d'années. Puis 1 seconde correspond à 30 ans. Alors, vous n'avez pas encore 30 ans. Vous n'avez même pas encore 1 seconde de vie pour un univers qui a 13,8 ans. Fait qu'imaginez, 1 seconde sur 13,8 ans, c'est à peu près votre vie actuelle. Si vous êtes chanceux, on peut espérer vivre quoi? 3 secondes, 4 secondes par rapport à 13,8 ans. Mais c'est assez, espérons-le, pour comprendre l'univers. Actuellement, on pense comprendre comment fonctionne l'univers. On appelle ça les lois de la physique. Vous avez des exemples de lois de la physique ici. Je ne me suis pas gêné pour mettre les lois de la physique sous une forme avancée. Vous reconnaissez probablement rien que vous avez déjà vu. Peut-être indirectement, E égale mc carré dans l'équation du haut, mais où est F égale ma? Où sont les équations du secondaire? Ça, c'est des équations vraiment avancées qui parlent de l'espace-temps, qui parlent de la mécanique quantique, de l'électromagnétisme. Et en passant, ces équations-là, la majorité, on ne les verra même pas sous cette forme-là au cégep. C'est si vous continuez plus tard en physique à l'université. Mais je voulais vous les montrer parce que c'est comme ça qu'on décrit l'univers, c'est comme ça qu'on pense que l'univers fonctionne en ce moment. Ce sont des équations, évidemment, mathématiques. On a 4 cours de mathématiques, 3 cours de physique dans le programme. Et mathématiques et physique sont vraiment en symbiose. On ne pourrait pas imaginer la physique telle qu'on la connaît sans les mathématiques. Et justement, si vous demandez 4 cours de mathématiques sur 12 dans le programme, pourquoi? Bien parce que, justement, pour vraiment apprécier toute la beauté puis l'élégance des lois de la physique, on a besoin d'être bon en mathématiques puis d'avoir des bases sérieuses en mathématiques. Par exemple, dans ces équations-là, vous avez différents aspects. Je ne vais pas toutes les expliquer parce que ça prendrait plus que 20 minutes, mais ici, vous avez I, qui est la racine carrée de -1, un nombre imaginaire, dont on va parler dans un des cours de mathématiques. Vous avez des symboles qui représentent la dérivée. La dérivée, c'est le taux de variation d'une fonction. On décrit les phénomènes physiques par des fonctions, mais des fois, c'est important aussi de savoir à quel rythme la fonction varie. Par exemple, vous connaissez ça, la vitesse, qui est la variation de la position. Mais ça prend des mathématiques
plus poussé pour pouvoir faire ça de manière sérieuse. Vous allez avoir un cours qui s'appelle algèbre linéaire, où vous allez parler de ce qu'on appelle les matrices. Les matrices des ensembles de nombres qui sont reliés ensemble puis qui permettent de représenter des choses complexes. Mais justement, dans l'équation ici, qui est en passant, l'équation avec les R, c'est l'équation d'Einstein qui décrit l'espace, le temps et la gravité. Mais il y a des matrices. On ne verra pas cette équation-là au cégep de manière explicite, parce que c'est un petit peu trop compliqué, mais ça prend justement des années de formation en mathématiques pour vraiment apprécier la beauté de tout ça. Ça veut dire quoi que l'univers a 13,8 milliards d'années? Ça veut dire que ça fait 13,8 milliards d'années que ces lois-là sont en opération. Mais est-ce que c'était vraiment le début de l'univers? Quand on recule justement, quand on se recule jusqu'au mur de brume puis au-delà, on arrive à un moment de l'histoire de l'univers, vu que l'univers est en expansion aujourd'hui, quand on recule dans le temps, on arrive à un moment où la densité, la masse volumique était tellement élevée que les lois de la physique telles qu'on les connaît ne fonctionnent plus. Il faudrait unifier la mécanique quantique puis la gravité, puis on ne sait pas comment faire. Donc finalement, quand un physicien vous dit que l'univers a 13,8 milliards d'années, c'est une façon de dire, bien, quand on recule dans le temps, quand on atteint 13,8 milliards d'années, on ne comprend plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça ne veut pas dire que c'est le début. Il y a des théories d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de l'inflation ou l'inflation primordiale ou des multivers. Il y a toutes sortes de théories qu'on peut faire pour imaginer que dans le futur, lorsqu'on aura une théorie de la gravité quantique, qu'est-ce que ça pourrait être. Donc, finalement, ce n'est pas l'histoire de tout l'univers, c'est l'histoire de tout l'univers qu'on comprend, donc l'histoire des 13,8 derniers milliards d'années. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous dire que la vie est intéressante parce que la vie, c'est biologique. Donc, c'est intéressant qu'il y ait de la biologie dans l'univers. Il y a de la biologie dans le programme, évidemment. La biologie est basée sur la chimie. Ça prend des molécules complexes, des molécules basées sur le carbone, qui permettent des formes de vie complexes. Au début de l'univers, dans le mur de brume, on pense qu'à cette époque-là, il y avait juste de l'hydrogène et de l'hélium. On est pas mal convaincus. L'hydrogène et l'hélium, ça ne fait pas grand-chose d'intéressant par soi-même. Par exemple, on a besoin d'oxygène, de carbone. Il y a eu un petit peu de création d'éléments lourds dans le début de l'univers, mais c'est vraiment à travers les premières années de la vie de l'univers. Il y a des étoiles qui se forment dans l'univers. Les étoiles, à l'intérieur, font des réactions nucléaires. Les réactions nucléaires créent des éléments plus lourds, en fait, génèrent les éléments du tableau périodique, et certaines étoiles explosent à la fin de leur vie. Pas les petites étoiles comme le Soleil lui explosera jamais, mais les étoiles plus grosses, qui ont 5, 6, 8 fois la masse du Soleil, vont exploser et libérer dans l'espace ce qu'elles ont produit. Par exemple, dans les étoiles, l'hydrogène fusionne en hélium, l'hélium éventuellement fusionne en carbone, et ça explose. En explosant, ça enrichit le milieu interstellaire. Notre planète, notre système solaire tel qu'on le connaît, n'aurait pas pu apparaître pendant l'an zéro. Il fallait attendre qu'il y ait plusieurs générations d'étoiles qui enrichissent le milieu interstellaire de leur production de matériel nucléaire et éventuellement qui permettent la création d'un système avec des planètes solides comme la nôtre. C'est une étoile qui explose ici, qui devient aussi brillante qu'une galaxie de milliards d'étoiles pendant quelques instants. Ça, c'est une explosion plus récente dans notre galaxie. Donc, si on veut, la chimie a été créée par les réactions nucléaires dans les étoiles. S'il n'y avait pas eu cette époque-là de l'univers, il n'y aurait pas de chimie, il n'y aurait pas de biologie, et on ne serait pas là pour se poser ces questions-là. Donc, on continue maintenant. Le système solaire est formé. La Terre s'est formée à peu près en avril de l'an 9. Dès le mois de juillet, dans les fossiles, dans les vestiges géologiques, on voit qu'il y avait déjà des formes de vie qui sont apparues. Il y a quelque chose de fantastique qui s'est produit, probablement dans le fond des océans, parce qu'à cette époque-là, l'atmosphère de la Terre, il n'y avait pas encore beaucoup d'atmosphère. En fait, il n'y avait carrément pas d'oxygène, pas d'ozone. Les rayons ultraviolets du Soleil stérilisaient la surface. Mais dans le fond de l'océan, dans les sources géothermales ou des sources volcaniques, il y avait assez d'énergie pour alimenter des processus chimiques complexes. Maintenant, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. On a des modèles, des animations où on imagine que le hasard des collisions éventuellement crée des molécules, puis certaines molécules qui acquièrent la possibilité de créer des zones fermées, comme des globules. À l'intérieur de ces globules-là, on protège certaines molécules qui peuvent ensuite réagir de certaines manières. C'est flou parce qu'effectivement, c'est un des défis actuellement de la science, de comprendre la transition entre la chimie et la biologie. En fait, on sait que c'est arrivé sur Terre, parce que sinon on ne serait pas là. Et on sait que c'est arrivé assez rapidement. Est-ce que ça veut dire que c'est très probable que ça se produise ailleurs dans l'univers? Peut-être. Ou peut-être que c'est juste qu'on a été extrêmement chanceux. Évidemment, pensez-y, si on n'avait pas été chanceux, on ne serait pas là en train de se poser la question. Donc, on avance, parce que 20 minutes, c'est court. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qui se produisent, mais des choses qui ne sont pas très spectaculaires. Entre l'an 9 et l'an 12, si vous étiez un extraterrestre qui observe la Terre, vous ne verriez pas
grand-chose. Il y a des océans, mais la Terre a l'air complètement inhabitée. Il n'y a rien, il n'y a aucune forme de vie à la surface. Tout se passe dans l'eau. On voit quelque chose de bizarre, par exemple. Tout d'un coup, il y a de l'oxygène qui sort de l'eau. Il y a des formes de vie qui ont inventé la photosynthèse, qui sont capables d'absorber la lumière du soleil et de tirer de l'énergie de ça, mais libèrent de l'oxygène, qui est un poison, qui est un produit chimique extrêmement dangereux, mais que d'autres formes de vie réussissent à exploiter pour leur propre fin. La grande oxydation, c'est quand l'oxygène apparaît. Les eucaryotes, c'est les cellules qui ont des noyaux, donc des cellules plus complexes. Mais honnêtement, à l'œil, ce serait à peu près une créature comme ça, microscopique. C'est à peu près la chose la plus compliquée qui existait sur Terre il y a à peine 1 an. Puis, c'est sûr que c'est subtil parce qu'il s'est passé plein de choses. On a inventé tout le code génétique, toute la façon on a de transférer les gènes par reproduction sexuelle. Toutes ces choses-là sont apparues, mais ça ne donnait rien de très spectaculaire visuellement. Et tout d'un coup, en avril de cette année, dans les fossiles, on voit apparaître toutes sortes de formes de vie incroyables. On appelle ça l'explosion du Cambrien. C'est la première fois qu'on pourrait prendre des photos, qu'on pourrait poster en disant, regardez, il y a une bébite, on voit une bébite, une crevette avec 5 yeux. En passant, cette crevette-là en particulier n'a pas eu de descendants. Il n'y a aucun animal aujourd'hui qui a 5 yeux. Il est apparu toutes sortes de modèles bizarres d'animaux, dont certains ont donné éventuellement nos ancêtres. Ça a l'air magique, on dirait que ça apparaît comme ça tout d'un coup, mais réellement, il y avait plein de préparations en arrière de ça, et la Terre était prête à accueillir des formes de vie complexes. L'histoire s'accélère. Vous voyez, il ne reste pas grand temps avant aujourd'hui, là. On est quelques mois avant le 19 octobre, et on se retrouve à avoir de plus en plus d'informations. Parce qu'aujourd'hui, comment on sait tout ça? On essaye de reconstruire l'histoire de la Terre par les vestiges géologiques, par exemple. Ici, ce que vous avez, c'est une carte des fonds océaniques qui est codée. Les couleurs représentent l'âge. Depuis combien de temps la roche s'est solidifiée? Vous avez des roches en rouge qui ont à peine une vingtaine de millions d'années, donc quelques jours à cette échelle-là. Et vous avez des plaques plus anciennes en vert, en violet, c'est 280 millions d'années. Enfin, les fonds océaniques les plus vieux actuellement sur Terre ont été créés au début juillet. On est en octobre en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de fonds océaniques avant, mais c'est qu'ils sont constamment recyclés. Près du Japon, par exemple, la croûte océanique rentre dans le magma, puis il se fait recycler et réapparaît, par exemple, au centre de l'Atlantique. Et les continents comme ça, vous savez peut-être, ils rentrent en collision comme des voitures tamponneuses. Par exemple, il y a 300 millions d'années, l'Afrique est rentrée en collision avec l'Amérique du Nord, puis ça a plissé toutes les montagnes de la côte Est. Toutes les montagnes au New Hampshire, au Vermont, en Gaspésie, ont été plissées en même temps d'ailleurs que les montagnes en Écosse, c'est la même chaîne de montagnes, et éventuellement l'Atlantique s'est reséparé comme ça. Comment on sait ça? Comment on peut trouver l'âge des roches? Bien, ça, on va le voir en physique. Parce que toutes les sciences sont interreliées. Ça, c'est de la géologie, si on veut, mais c'est aussi de la physique. Parce qu'on a besoin de physique pour comprendre comment on peut déterminer l'âge des roches par datation radioactive, par exemple. Et on peut aussi utiliser le magnétisme. La Terre a un champ magnétique. Quand une roche se solidifie, elle garde l'empreinte du champ magnétique qui existait au moment de la solidification. C'est ça qui a convaincu les gens en 1965. Avant 1965, personne ne croyait vraiment à la dérive des continents. Les gens avaient remarqué que l'Amérique du Sud puis l'Afrique rentraient bien ensemble, mais ils disaient « Ah, c'est juste une coïncidence ». Quand on a découvert qu'il y a des bandes magnétiques symétriques de chaque côté de la dorsale atlantique, ça veut dire qu'un peu de roche se forme, l'empreinte magnétique se fait d'un bord. Ensuite, le champ magnétique de la Terre, il change d'orientation régulièrement, ça imprime dans l'autre sens. Là, tout le monde a dit « Ben, c'est sûr. C'est sûr que c'est bizarre de penser ça, mais les fonds océaniques grossissent, les continents rebondissent les uns sur les autres. L'Inde est en train de rentrer en collision de plein fouet avec l'Asie, c'est ça qui plisse la chaîne des Himalayas. On approche, l'histoire s'accélère. Le 24 septembre, peut-être pour nous c'est chanceux, mais les dinosaures ne l'ont pas vu venir. Un astéroïde d'une dizaine de kilomètres a frappé au Yucatan, quelque part entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et ça a été la fin des dinosaures. Quelques dinosaures ont survécu, sont devenus les oiseaux. Mais c'est le 24 septembre à notre échelle, c'est incroyable, hein? On est le 19 octobre. Et actuellement, on est dans une période où on a de plus en plus de données. Par exemple, on est capable, en prenant une carotte de glace, on perce la glace en Antarctique, on est capable de sortir de la glace et on voit chaque couche, c'est la neige qui a été déposée chaque année, sur 450 000 ans. Mais 450 000 ans, c'est depuis 8 heures ce matin.
On a des données sur les 4 dernières heures. On est midi en ce moment, hein, midi le 19 octobre. Sur les 4 dernières heures, on sait année par année la quantité de CO2 dans l'atmosphère, la température de la Terre, parce que ça affecte les proportions relatives de gaz. Et c'est comme ça qu'on peut suivre le climat. On sait que depuis 450 000 ans au moins, mais probablement depuis 3 millions d'années, la Terre passe par des cycles de glaciation. Hein, il y a 14 000 ans, il y avait 2 km de glace ici, au-dessus de Montréal. Et ça n'a pas tout le temps été le cas. Mais on pense que c'est peut-être parce que l'isthme de Panama, qui relie l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, a fermé le lien entre l'Atlantique et le Pacifique il y a 3 millions d'années. Ça a coupé la circulation de la chaleur sur Terre et ça a probablement engendré la série d'aires glaciaires. En ce moment, on est dans une interglaciaire depuis depuis pas longtemps, là, depuis quelques minutes, on est sorti de l'interglaciaire et l'histoire s'accélère. Regardez ici, là, c'est les 15 dernières secondes. On est midi en ce moment, pensez aux 15 dernières secondes. Newton a découvert la théorie de la gravité il y a 10 secondes. Il y a 2 secondes, on a exploité, on comprend tellement bien la gravité maintenant qu'on est capable d'envoyer une fusée sur la Lune et de ramener les astronautes sur la Terre. Newton aurait été incroyablement émerveillé de voir qu'est-ce qui s'est passé en quelques secondes de l'histoire. Et l'histoire s'accélère. Dans la dernière seconde, depuis 30 ans, depuis 1986, en fait c'est 31,7 ans pour ceux qui sont pointilleux, là, 1 milliard de secondes, c'est 31,7 ans. Donc dans la dernière gigaseconde, on a vu apparaître l'Internet, Google, les téléphones cellulaires. Et en ce moment, imaginez la prochaine seconde. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'histoire de tout l'univers en 20 minutes, ce n'était pas juste le passé. Je veux faire le futur aussi. Il doit me rester quelques minutes. Le futur, c'est important. Pensez-y, vous allez passer le reste de votre vie dans le futur. Donc, qu'est-ce qui arrive en ce moment? Qu'est-ce qui est excitant en ce moment? L'intelligence artificielle, les réseaux de neurones. Comment on réussit à modéliser, à créer des systèmes intelligents. On en parle de plus en plus dans les nouvelles, des voitures qui conduisent toutes seules. Mais toutes ces choses-là sont basées à la base, un réseau de neurones, c'est des relations qui peuvent se modéliser avec l'algèbre linéaire. Donc, c'est sûr que vous n'apprendrez pas à faire un réseau de neurones, mettons, dans un cours d'informatique de 45 heures. Mais on veut quand même, on va essayer. C'est une des choses intéressantes dans un parcours enrichi, intégré, de prendre la peine d'essayer de vous donner une vue d'ensemble. Ce serait ça mon souhait, si je suis capable à la fin de dire, on a réussi à travers nos heures d'enrichissement à vous donner une vue d'ensemble de où est-ce que la science est en ce moment, puis à essayer d'imaginer la prochaine seconde. Mais pourquoi arrêter la prochaine seconde? En fait, je voulais juste vous dire quelque chose. Pendant longtemps, hein, les ordinateurs étaient très, très rudimentaires. Les ordinateurs des missions Apollo étaient moins puissants que ceux qu'il y a dans votre iPhone. Et tout d'un coup, depuis quelques années, tout le monde a un ordinateur sur soi. Éventuellement, imaginez, les ordinateurs vont être partout, de plus en plus puissants. Est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte d'explosion du Cambrien? Pendant longtemps, la vie sur Terre se préparait à un événement spectaculaire, l'éclosion de nouvelles formes d'existence. Bien, il y a du monde qui prétend la même chose, qu'on est à l'aube d'une nouvelle explosion. On pourrait appeler ça l'explosion de l'intelligence, parce que les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants. À tous les 5 ans, ils font à peu près x10 en puissance. En ce moment, on peut calculer que les êtres humains, on domine les ordinateurs. Si on prend toute la puissance de calcul de tous nos cerveaux, puis qu'on compare avec tout ce qu'on a dans nos machines, on bat les machines à peu près par un facteur, je sais pas, 1 million, 1 milliard. OK, mais les machines font x10 à tous les 5 ans. Donc, en dedans de 20 ou 30 ans, on peut imaginer qu'on va passer dans une transition où la majorité de la puissance de calcul sur Terre va être dans les machines plutôt que dans nos cerveaux. De quoi le futur peut avoir l'air? C'est peut-être aussi difficile à imaginer que la crevette à 5 yeux était pour l'amibe. Et peut-être pas. En fait, l'idée, c'est que le futur, on le construit aussi. On peut le prévoir, mais la meilleure façon de prévoir le futur, c'est de le construire selon nos spécifications puis qu'est-ce qu'on veut. Ça va être un moment important les 2 prochaines années. Peut-être que vous savez déjà exactement ce que vous voulez faire dans la vie, mais peut-être que non, puis c'est normal. La majorité d'entre vous, vous allez changer d'idée ou vous ne le savez juste pas. Peut-être que si vous êtes capable, c'est le moment ou jamais de vous intéresser sérieusement au futur. Parlant de futur, c'est pas fini, hein? Ça n'arrête pas à 13,8 comme ça. Il va y avoir une année 14, puis une année 15, puis une année 16, et une année... En fait, j'ai pas le temps en 20 minutes de vous parler du futur en détail, mais je voulais juste vous dire quelque chose d'intéressant. Le Soleil continue d'augmenter de luminosité, constamment. Le Soleil augmente constamment de luminosité, depuis le début. La vie sur Terre a enlevé du CO2 au fur et à mesure que le Soleil grossissait, mais à un moment donné, on n'en aura plus de CO2. Oui, en passant, en ce moment, on fait quelque chose de bizarre, on rajoute du CO2 qui va à l'encontre de ce qui devrait arriver, mais à long terme, si on ne fait rien, si la technologie n'aide pas la Terre à survivre,
d'ici le début de l'an 14, il n'y aura plus de CO2 dans l'atmosphère pour garder la température raisonnable, mais plus de CO2, ça veut dire plus de plantes, ça veut dire effondrement de l'écosystème. Et si on ne fait rien, d'ici 1 an, les océans se mettent à bouillir. La vie sur Terre est presque finie, à moins qu'on fasse quelque chose. Donc, des fois, il y a du monde qui disent, ouais, l'humanité, on est tough hein, sur la planète. On crée de la pollution, on crée l'extinction des espèces, mais en même temps, si on réussit à être intelligent, la planète a besoin de nous. Et vous allez dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire contre le Soleil, mais on peut tout simplement déplacer l'orbite de la Terre. Vous allez dire, vous êtes fous, déplacer l'orbite de la Terre? Non, c'est un des projets que vous pouvez faire. En fait, vous aurez un projet d'intégration à faire. C'est un des projets qu'on fait faire par certains élèves depuis quelques années à Maisonneuve. Imaginez des façons réalistes de déplacer l'orbite de la Terre en transférant des astéroïdes, en faisant passer des astéroïdes proches de la Terre pour transférer un peu d'énergie. Puis vous allez dire, mais c'est pas faisable. Oui, vous allez juste envoyer un astéroïde à tous les 100 000 ans à peu près. Puis tranquillement, vous déplacez l'orbite de la Terre juste pour compenser l'augmentation du Soleil. Donc avec ça, on devrait être bon pour rajouter 4-5 années de vie à notre planète. Éventuellement, le Soleil va grossir. Si on ne fait rien, il va engloutir la Terre, mais rendu là, on va pouvoir prévoir à l'avance. Il va se passer toutes sortes de choses. La galaxie d'Andromède va entrer en collision avec la nôtre. Éventuellement, les dernières étoiles dans la galaxie vont finir par s'éteindre. Mais ça va être dans longtemps. À l'échelle où 1 an, c'est 1 milliard d'années, c'est seulement en l'an 800, dans 800 ans, imaginez l'univers a juste 13 ans en ce moment, dans 800 ans, la luminosité de la galaxie va commencer à décroître parce que les étoiles vont s'éteindre tranquillement. Donc, on a vraiment, vraiment le temps d'imaginer. Il y a 1 an, nos ancêtres étaient des amibes. Imaginez dans 800 ans, qu'est-ce que nos descendants puissent avoir l'air. C'était l'histoire de l'univers en 20 minutes. Je ne sais pas si j'ai pas de monde, je ne sais pas si j'ai pris 20 minutes.